Hello everyone, and welcome. Bonjour tout le monde, bienvenue. I truly hope it's a good morning, J'espère a good que vous passez une bonne journée, matin, après-midi ou soirée, suivant l'endroit dans le monde où My vous name vous is Lydia trouvez. Ibrahim, and Je m'appelle I'm a Lydia, je technical suis advice project at the directeur Department of International du and projet Ethnic à Studies. Pathfinder, le projet I'm Beyond excited to be Bias, part of au-delà this des préjugés. Je suis multi-year, over heureuse two-part de vous webinar series accueillir dans cette intended to série disseminate knowledge de and webinaires pour not just disséminer des ethnic informations sur ce professionals of sujet, medicines, notamment les sexual implications health, des and career préjugés programming. des prestataires sur This la is a santé part of this reproductive et two-part sexuelle series. des We start adolescentes, off today's notamment. discussion Nous allons commencer with aujourd'hui par une introduction discussion sur of l'impact et les the résultats indications, de and then over l'évaluation. the few weeks, Et nous I allons will ensuite mention avoir how to un autre implement the webinaire scale sur of the la façon BMBAS de model, so guider to connect beyond the les gens aspects of alone pour essayer ethnicity. d'aller au-delà de ces préjugés des prestataires. Okay, with that Très bien. preamble, let's get on Ceci with dit, commençons et today. parlons du programme As pour I aujourd'hui. mentioned, our focus Comme je today l'ai is to learn mentionné, nous more allons about the impact evaluation of parler the Beyond Bias model de intervention. In my l'évaluation presentation, des résultats d'études sur du projet Beyond Bias. Nous allons project vous approach and the présenter methodology une that we approche générale applied to the de intervention, ce as projet et well de ce que nous as to avons the fait strategy. et de la Let's stratégie que nous describe the utilisons. evaluation Nous methodology décrivons également and la conception et les méthods study de results. l'étude d'évaluation. Nous And présenterons les share résultats de l'étude reflections et on nous future partagerons work nos approaches. réflexions sur les futurs travaux que nous allons faire à ce We hope to sujet. have an engaging Nous Q&A espérons que session nous at the aurons end une of the session presentation. So please interactive. do submit your questions N'hésitez pas and comments à through the poser des chat box questions dans la in zone the de Q&A chat window. ou dans la fenêtre de questions et réponses. I have the pleasure of being J'ai joined le plaisir d'être by accompagné my ici colleagues de today on this trois de mes collègues aujourd'hui qui seront des I'm panélistes, joined by des Gwyn intervenants. Hensworth, who Gwyn is Senior Hensworth, Program qui Officer est at the Bill responsable and de Melinda programme Gates principal dans la Foundation. fondation Gwen is Bill the et Melinda mastermind Gates. behind this investment Gwyn est la and personne qui a joué un actively rôle fondamental contributed dans ce and helped programme, l'élaboration de to ce develop the programme, thought et pipelines elle a of été the un investment partenaire process. remarquable pour partager I'm les also idées à ce joined by sujet. Mohammed Et il y Brooks, a également Mohamed and Brooks, he is a senior euh, monitoring evaluation and qui learning est coordinator. conseiller en évaluation et en Alongside his suivi à Pathfinder, et il a travaillé beaucoup sur finally, ce I projet have Beyond Zach Bias. Et Wagner, il y who a is également a Zach scientist at Wagner, Rand qui est Corporation. chercheur en politique Zach dans is la the Rand co-author of Corporation, the et principal il investigator est un of this enquêteur evaluation study. sur ces études And now I will d'évaluation. hand over to Et Gwen to maintenant, je vais share passer further la parole thoughts à on Gwen the importance of this pour work des and remarques why liminaires sur it was l'importance de ce drawn to this work travail in the et first pourquoi place. cela valait la peine Over to d'examiner you, cette Gwen. situation. Bienvenue, Gwen, vous avez la parole. Thank you, Lydia. Merci Good beaucoup, morning, Lydia. Bonjour, good evening, où everyone. que vous vous trouviez dans le It's a great monde. pleasure to open up C'est un this webinar. plaisir So pour great that moi you can join de us lancer ce and we look webinaire forward to understanding it. sur la question Next des slide, please. services aux personnes qui ont besoin de Many of us contraception. are familiar with the stats Beaucoup of de vous connaissez ethnicity and ces high chiffres and low sur la situation des income adolescentes dans les pays in this study. à faible revenu, tranche Unfortunately, inférieure. provider bias affects Il faut résoudre le problème des préjugés des prestataires pour and l'accès we know à la that many contraception pour les adolescents jeunes are filles. members of the Et nous savons community que where très we souvent, often uphold the same values and norms. ces prestataires ont des valeurs This can similaires translate into providers euh, feeling more qui ne insecure sont pas favorables à la contraception. dissémination des services Our ou des current produits de solutions for contraception. birth of a baby Il faut, for par example. exemple, We il also faut lutter offer contre guidance certaines with regards habitudes to use of hormones de and grossesse what may be précoce appropriate for et adolescents. notamment de comportements inappropriés pour les adolescentes. Il faut donc essayer d'obtenir plus de produits Relied on de contraception à longue durée d'action pour les adolescents. education exercises as a solution. Nous allons essayer de trouver However, des given the solutions, marginal success mais of nous avons eu certains contraception, succès, mais des succès encore trop so insuffisants in dans ce 2016, the domaine. foundation made an En investment in 2016, Pathfinder la partnering with Fondation a fait organizations un to investissement dans Pathfinder et différents partenaires pour lutter contre ces develop préjugés solutions to et address pour common élaborer bias des solutions qui pourraient about lutter contraception. contre les préjugés des prestataires We're afin de mettre extremely les impressed with contraceptifs à la Pathfinder disposition solutions des jeunes within filles the qui en ont Canadian besoin. context and within both the Nous essayons de community nous and adapter sectors. au contexte Our du pays, la goals as a culture du pays et également la both situation in country as avec well as les prestataires internationally to fight et les bias, services as disponibles. well as generate new evidence
Nous essayons de produire des faits qui nous permettront ensuite d'élaborer des stratégies pour résoudre ces problèmes. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous avons encore beaucoup à apprendre et nous sommes vraiment passionnés de pouvoir partager avec vous ce que nous avons appris avec notamment les résultats de l'étude Beyond Bias. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Lydia. Merci Gwen. Gwen a très bien présenté la situation. Le projet Beyond Bias a été conçu avec un mandat visant à perturber le statu quo et notamment pour faire en sorte qu'il y ait plus de services de planification familiale. Et le but était de concevoir et de tester des solutions innovantes pour être mis à l'échelle pour lutter contre les préjugés des prestataires en ce qui concerne le service aux jeunes de 15 à 24 ans, notamment au Burkina Faso, au Pakistan et en Tanzanie. Nous avons utilisé une approche multidisciplinaire augmentant utilisant des compétences techniques sur les jeunes, les connaissances des comportements des jeunes, les questions de meilleures pratiques et de santé sexuelle et reproductive. Ici, voici un résumé de notre processus qui est axé sur les utilisatrices. Il faut donc faire une segmentation lors des recherches et en plus une conception des interventions et ensuite la mise en œuvre. Et notre discussion aujourd'hui concernera l'évaluation de ce qui a été fait et cela s'est présenté par la en vert, l'évaluation du projet. Maintenant, nous avons eu un certain nombre de présentations détaillées sur les stratégies dans ce secteur et il y a eu un événement qui a été réalisé par FP 2020 et ça a été présenté sur le site web de cette organisation. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez comprendre ce que nous avons fait, ce en quoi ce modèle consiste et quel est notre modèle de conception, vous pouvez aller sur le site web qui sera indiqué tout à l'heure. Et je vais fournir un aperçu de ces interventions pour essayer de situer la discussion dans le contexte sur l'évaluation. Donc, très brièvement, l'intervention a trois solutions qui guident les prestataires. Il s'agit d'activer, d'appliquer les connaissances et atteindre la reconnaissance pour les services et faire ensuite un plaidoyer pour les jeunes. Diapositive suivante. Le parcours pour les prestataires commence par un sommet qui est un événement qui active la sensibilisation des prestataires et les fait prendre conscience de leurs propres préjugés et développe l'empathie pour les besoins des jeunes gens. Et il faut donc toujours tenir compte de la dimension humaine. Diapositive suivante. Après ce sommet, donc, les prestataires passent au stade de la connexion. C'est un forum interactif entre pairs où les prestataires partagent leurs expériences en ce qui concerne les pratiques dans leur travail au quotidien. Ils sont connectés par des discussions numériques ou en personne, suivant les cas. Diapositive suivante. Et le stade suivant, c'est ce qu'on appelle des récompenses, c'est-à-dire un système de récompenses qui est basé sur les performances. Et nous utilisons pour cela du feedback de nos clientes pour savoir qui fournit les bonnes performances parmi les prestataires. Et cela nous permet de mieux comprendre où nous en sommes. Diapositive suivante. Ensemble, ces trois piliers forment une stratégie visant à changer les comportements, comme vous pouvez le voir sur votre écran ici. Et il s'agit d'une stratégie qui permettrait de juger l'évaluation des performances et de faire des changements si nécessaire dans l'application et ça nous permettra d'évaluer ensuite progressivement ce qui se passe. C'est bien sûr un aperçu très bref, mais comme je l'ai dit,
Si vous avez, vous voulez avoir plus de détails à ce sujet sur la concession du processus, allez sur notre site web. Diapositive suivante. Ensuite, examinons maintenant les études. Comme je l'ai mentionné, nous travaillons dans 3 pays, la Tanzanie, le Burkina Faso et le Pakistan. Au Burkina Faso et en Tanzanie, nous travaillons dans les établissements publics avec des prestataires du secteur public. Au Pakistan, nous travaillons avec des prestataires privés qui ont leur propre clinique et qui fournissent également d'autres services en plus de la planification familiale. Nous travaillons surtout dans des zones urbaines ou périurbaines, mais également parfois dans des zones rurales, en particulier au Burkina et en Tanzanie. Et il est également intéressant de noter que en Tanzanie et au Burkina, il y a des plateformes qui ont compris une formation en service pour les jeunes. Diapositive suivante. In terms of timelines, we rolled out the pilot towards the end of 2019. But were forced into a 6-month pause period due to COVID. Nous avons attendu 6 mois en raison de la COVID et ensuite nous avons commencé en 2020 pour plusieurs mois jusqu'en 2021 pour l'ensemble de ces 3 pays. Je voudrais montrer également que les retards du déploiement avant COVID au Burkina étaient dus d'une grève des prestataires de santé qui a eu lieu pendant 6 mois. Donc, il faut dire, je voudrais attirer votre attention sur ces informations et sur ces dates, et notamment sur les données qui sont requises. Et pour vous donner une idée plus visuelle, comme je l'ai indiqué ici, nous avons utilisé des enquêtes de sortie pour mettre en place ces piliers, comme cela a été décrit lors de mon commentaire sur l'intervention elle-même. Autres données qui sont utilisées sont également les clients mystères, mais aussi des sondages sur les prestataires. Des données de service ou leur utilisation, en tout cas, ont été utilisées et collectées de septembre 2019 jusqu'à août 2021. Je vais maintenant passer la parole à Bram qui va parler des méthodes. Merci, tu as la parole. Merci beaucoup, Bram. Je vais passer quelques minutes pour donner un aperçu sur les différentes méthodologies et les différentes données qui sont utilisées. Diapositive suivante. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous utilisons une méthode d'approche multiple pour ces évaluations. Nous avons utilisé un essai contrôlé randomisé rassemblé pour évaluer l'impact de l'intervention. Donc, la moitié des cliniques de chaque pays ont été affectées au cours d'intervention et l'autre moitié au groupe de contrôle. Donc, la collecte de données auprès des prestataires et des clients pour évaluer l'impact sur 4 principaux domaines pour obtenir des résultats qualitatifs. La première, c'est les attitudes et croyances avec les préjugés des prestataires. Le deuxième, ce sont les soins centrés sur les patients. Mais le troisième, les méthodes de contraception dispensées. Et le quatrième, perception par les clients de la façon dont ils étaient traités par les prestataires. Diapositive suivante. Donc, nous avons utilisé des enquêtes de sortie des clients qui ont été administrées par de jeunes agents recenseurs contractés localement par Pathfinder. Donc, ces jeunes recenseurs de 18 à 24 ans se sont rendus dans les cliniques, leur ont été assignés de 2 à 3 jours par semaine pendant toute la durée de l'intervention. Et vous pouvez voir en bas de la diapositive, nous avions environ énormément d'observations entre les 18 et 24 ans, donc 32 307 personnes âgées de 15 à 24 ans. Donc,
Cela a débuté environ 5 semaines avant du début de l'intervention, parce que ça a été marqué par le premier événement du sommet, et cela s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'étude avec une pause en raison du Covid qui est lieu au milieu. Diapositive suivante. Nous avons également utilisé des clients mystères pour visiter les cliniques et pour obtenir des résultats, des données, collecter des données. Donc, les cliniques de Tanzanie et au Pakistan, nous avons uniquement eu 2 visites par clinique. En Tanzanie et au Burkina Faso, nous avons reçu 4 visites anonymes de médecins qui se sont fait passer pour de vrais clients de planification familiale. Il y avait 8 profils différents en fonction de l'âge, de la parité de ces clients mystères. Nous avons utilisé donc ces 8 profils avec chaque combinaison d'état civil, marié, non marié, de parité 1 ou 0 enfant, et puis les âges, donc 16, 17 ans ou 24 en 4 ans. Au Pakistan, les femmes célibataires se font rarement appel à ces services de planification familiale. Nous avons effectué une attribution aléatoire de ces profils aux cliniques avec une stratification pour assurer l'équilibre entre l'intervention et le contrôle, mais nous avons également demandé aux clientes si elles ont une préférence pour les injectables ou les méthodes à longue durée d'action. Diapositive suivante. Il y a énormément d'informations sur cette diapositive ici, comme vous le voyez, mais en résumé, nous voulons vous simplifier la chose. Vous voyez ici dans la première colonne, donc c'est contrôlé pour la Tanzanie, donc en fonction de l'âge, de la parité, de nombre d'enfants, etc. Nous avons distribué les échantillons de façon uniforme dans les différents pays. Au Pakistan, nous avons eu 3 profils spécifiques. Le premier étant le client jeune sans enfant, le deuxième qui était le client marié sans enfant et le troisième qui était plus jeune, marié avec un enfant. Donc, pour ces informations, nous avons un ensemble de plus de 700 clients mystères dans l'ensemble des pays. Diapositive suivante. L'équipe d'évaluation a également collecté des données auprès des prestataires à l'aide de 2 instruments. Donc, notamment, le premier étant une enquête auprès des prestataires et une expérience de choix qui est plus discrète, que nous appellerons DCE ici. Donc, l'enquête auprès des prestataires a permis de recueillir des informations sur, premièrement, les caractéristiques démographiques et les autres pour les prestataires. Donc, deuxièmement, les attitudes et les croyances générales à l'égard de jeunes clients célibataires sans enfants en matière de planification familiale, et troisième, des détails sur l'environnement clinique dans lequel ils exercent, notamment en ce qui concerne les jeunes et les services de planification familiale. Il y avait en tout un échantillon de 642 prestataires. Diapositive suivante. Les données sur les prestations de services, donc ces statistiques sur la prestation de services pour chaque clinique sont ajoutées à une base de données nationale de façon mensuelle, donc en Tanzanie et au Burkina Faso, dans le cadre du système de suivi du ministère de la Santé. Et cela fait partie du projet Beyond Bias. Ces informations relatives à la prestation de services comprennent donc, ces informations sont agrégées par âge et autres données et elles comprennent le nombre mensuel de nouveaux utilisateurs de contraception qui reviennent. Nous avons également collecté des données qualitatives, donc 70 jeunes clients dans chaque pays, donc des différents sites d'intervention et de contrôle. Et l'expérience est centrée sur les soins entiers de planification familiale. Diapositive suivante.
Nous avons présenté énormément d'informations sur les sources d'informations. Donc, je sais qu'il y avait très peu de temps, je suis allée très vite, mais n'hésitez pas à poser des questions et je serai ravie d'y répondre lors de notre session de questions-réponses. Mais avant cela, je veux passer en revue les résultats. Ici, diapositive suivante. Qu'est-ce qu'est le cadre de résultats ici? C'est un cadre causal ici. Donc, vous le verrez un petit peu plus tard également. Donc, j'en parlerai très vaguement au cours des diapositives suivantes, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça commence tout à gauche, en orange, avec c'est relié à l'attitude et aux croyances de prestataires. Donc, nous espérons voir des changements dans ce cadre. Cela devrait avoir un effet positif sur les services, sur la prestation de services, mais aussi sur les résultats que vous voyez en bleu. Donc, ces changements vont également avoir un impact sur la façon dont sont traités les patients qui sont en vert. Donc, ce sont les différentes méthodes reçues et qui vont être issus, qui vont être le résultat de leur interaction avec les prestataires de services. Vous avez différentes données qui ont été utilisées et je parlerai de ces résultats un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne l'attitude et les croyances de ces prestataires, donc le résultat principal, c'est l'indice impartial. Nous avons utilisé, cela a été mesuré en fonction d'une mesure globale basée sur 47 déclarations concernant l'âge, l'état civil, la parité, avec lesquelles les prestataires peuvent être tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. Donc, ces croyances sont des croyances sous-jacentes, par exemple, des environnements professionnels, mais aussi des facteurs communautaires. Nous avons aussi obtenu des informations sur les restrictions des méthodes, les prestataires qui ont indiqué s'ils restreignent certaines méthodes en fonction de l'âge, du statut marital ou de la parité. Diapositive suivante. Pour les soins de planification familiale centrés sur le patient, nous avons d'abord plusieurs points. Donc, tout d'abord, s'ils ont été capables de recevoir des services, donc la possibilité de voir le prestataire et d'obtenir des conseils, mais aussi des conseils sur toute la gamme avec leur méthode de prédilection et voir s'ils ont des questions à ce sujet. Donc, et puis ensuite, l'index sur les questions essentielles. Et vous les connaissez tous. Donc, si des méthodes sont intéressées, nos sources de données de préférence sont l'enquête avec des sondages, des enquêtes de sortie, mais aussi les clients mystères, parce qu'en général, ils posent des questions ciblées. Et très souvent, leurs questions et leurs réponses sont plus ciblées et plus précises. Diapositive suivante. Pour les différentes méthodes de planification reçues, donc ce sont nos informations de prédilection ici. Donc, ils ont reçu une méthode quelconque, codée comme un oui, s'ils ont quitté la clinique avec une méthode moderne quelconque. S'ils ont reçu une méthode de choix reçue qui a été codée comme oui, mais qu'il n'y avait pas de méthode de préférence. Là où ils ont reçu une contraception à longue durée d'action, codée comme un oui. Et par exemple, s'ils ont reçu un implant, s'ils ont reçu un produit injectable, codé comme un oui, ou s'ils ont reçu un produit injectable. Donc, il faut se concentrer sur ces contraceptions à longue durée d'action et les autres méthodes, parce que nous devons regarder au-delà des résultats de ce programme. Diapositive suivante. Et dernièrement, en ce qui concerne le traitement perçu, nous avons développé un indice de traitement perçu qui est basé sur 29 questions subjectives de l'enquête de sortie du client ou 22 de l'enquête mystère de débriefing du client. Donc, l'idée était de savoir s'il pouvait faire confiance à ce prestataire de santé.
et s'il recommanderait ce prestataire. Nos sources de données étaient de près privilégiées, c'était le client mystère, parce que très souvent, en général, les clients ont tendance à exagérer leur expérience. Par exemple, s'ils l'ont apprécié, ils ont tendance à dire qu'ils l'ont vraiment aimé. Donc, il faut faire attention. Je vais maintenant passer de nouveau le micro à Zach, qui va reprendre. Bonjour à tous. Je suis désolée d'avance, j'ai eu quelques petits problèmes d'Internet, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Et donc, on va voir diapositive suivante. Je vais parler maintenant du cadre des résultats ici. Je vais suivre le même cadre pour l'ensemble des résultats et je vais commencer par l'attitude et les croyances des prestataires. C'était donc cette diapositive suivante. So this is plotting the difference between the intervention group and the control group on the unbiased index. And what we see here is about It seems like we're losing Zach, unfortunately. Il semble que nous ayons des problèmes de connexion avec Zach. Ce sont les défis de la technologie. Nous n'entendons toujours rien. Soyez patient, s'il vous plaît, nous essayons de trouver le moyen de rétablir la connexion avec Zach. Peut-être qu'il va composer directement le numéro de son téléphone. Nous allons vous tenir au courant de ce qui se passe dans quelques instants. Je suis de retour. Diapositive suivante. Désolé pour ce problème technique. Mon Internet est très instable. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, essayons, voyons ce qui se passe. Essayez d'utiliser votre téléphone mobile peut-être. Cela pourrait être peut-être plus facile si vous avez une meilleure connexion sur votre téléphone. Essayons. Si ça ne marche pas à nouveau, je prendrai le relais dans ce cas-là. D'accord. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tous les pays ont eu des impacts similaires pour le changement des attitudes et des comportements. Diapositive suivante. Oui, ça prend du temps. Diapositive suivante. Nous avons également demandé aux prestataires s'ils avaient des méthodes adaptées en fonction de l'âge des personnes concernées. Donc, il y avait des groupes de traitement et des groupes témoins pour voir ce qui se passait. Et les prestataires ont restreint l'utilisation de certaines méthodes en fonction des clientes. Et nous avons eu des résultats différents suivant les groupes. Diapositive suivante. Donc, passons à la partie centrale sur les soins de planification familiale axés sur les patients. Les résultats ont été basés sur 3 sources de données différentes et nous essayons de donner des conseils sur toutes les méthodes. Diapositive suivante. Ici, c'est la différence entre le groupe de traitement et le groupe témoin. Ça montre les résultats. Nous commençons par des clients mystères. Tous
tous nos clients mystères ont reçu des services ce jour-là, des conseils sur toute la gamme de méthodes possibles. Vous voyez ici les résultats, on atteint un niveau de 10%. Si les clients ont posé plus de questions, on donnait plus de renseignements sur différentes méthodes et on a essayé de voir s'il y avait une amélioration en fonction du nombre de questions, du nombre de méthodes suggérées ou utilisées. Diapositive suivante. Ici, nous voyons que ces améliorations ont été surtout le cas en Tanzanie et au Pakistan. Nous avons vu des améliorations pour les clientes mystères, sur la plupart des résultats. Les améliorations au Burkina Faso étaient beaucoup plus limitées. Diapositive suivante. Parlons maintenant des méthodes de planification familiale reçues. Nous avons utilisé des enquêtes lorsque les clientes quittaient l'établissement de santé, donc des sondages. Et les méthodes essentielles sont écrites ici. Donc, si on met tous les pays ensemble, en étudiant les clients mystères, nous avons vu des améliorations de la perception de ces clients mystères. Lorsque nous avons posé les questions, nous avons vu des améliorations dans ce cas. Après, tu excuses, mais il n'y a plus de son. Moi, je pense qu'on a perdu le contact. Nous avons perdu Zach. Donc, je vais prendre le relais peut-être. Lorsqu'on utilise les méthodes, il n'y a pas eu d'effet très clair sur les méthodes utilisées. Quand on regarde les sondages, on ne voit pas tellement de différence entre le groupe de traitement et le groupe témoin. Nous avons une légère augmentation de la confiance dans certains groupes. Donc, ça, c'était positif, mais c'est très faible. Et on n'a pas vraiment vu un changement énorme. En ce qui concerne les méthodes de choix, il y a peut-être un peu plus de progrès qui ont été faits, en ce sens que les prestataires ont augmenté le nombre de méthodes modernes possibles dont ils parlaient. Ici, c'est une ventilation entre les différents pays. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des résultats statistiquement significatifs pour les clients mystères, les méthodes modernes utilisées, notamment les méthodes à longue durée d'action. Vous voyez ici dans chaque pays et l'ensemble, mais pour les trois pays, Tanzanie, Pakistan et Burkina. Diapositive suivante. Ici, c'est à nouveau une vente. Excusez-moi, je me suis connecté avec mon téléphone. Il se peut que ça marche. J'espère que ça marche. Bon, nous en sommes à la combinaison de méthodes par groupe d'âge. Oui, je vois. Donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, ne regardez pas trop longtemps ce graphique, car c'est assez compliqué. Et ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre les méthodes utilisées pour les groupes de traitement et les groupes témoins, quel que soit le pays. Donc, pas beaucoup de choses ont changé. Maintenant, passons au traitement perçu. Les clients mystères ont donc été au cœur de cette étude et nous voyons que l'indice de traitement perçu a été basé sur un certain nombre de questions auxquelles les clients mystères et les clients réels ont répondu. Et est-ce que vous sentez, par exemple, que vous pouvez avoir confiance en le prestataire, etc. Diapositive suivante. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a eu une amélioration dans l'indice de traitement perçu. Donc, la différence est nette entre le groupe de traitement, le groupe d'intervention et le groupe témoin. Dans les sondages, à la sortie de l'établissement, on ne fait pas trop confiance à ce type de sondage. C'est dur de comprendre vraiment la satisfaction des clients, donc nous devons affiner cela davantage.
Ici, nous avons à nouveau divisé cela par pays et nous voyons que la plupart des résultats positifs ont lieu en Asie, en Tanzanie et au Pakistan. On a beaucoup moins de changements au Burkina. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu que les clients étaient mieux traités en sens qu'ils avaient accès à plus de méthodes, mais par contre, les combinaisons de méthodes n'ont pas été très bien expliquées, différentes méthodes possibles. Donc ici, si nous voulions ventiler cela et montrer les écarts, notamment entre les jeunes femmes, les femmes mariées, est-ce qu'elles sont traitées mieux que les femmes qui ne sont pas mariées? Est-ce que c'est une question d'âge? Donc, c'est cela les questions que nous posions. Donc, ici, je vais simplement résumer très rapidement cette diapositive. Donc, nous tenons compte ici de l'âge, du statut matrimonial et de la parité. Et il n'y a pas eu d'amélioration aussi nette. Donc, les effets de ces variantes n'ont pas été jugés très importantes. Il n'y a pas de grosse différence en fonction de l'âge et du statut matrimonial. Ce que nous avons vu, c'est que les améliorations des interventions n'étaient pas seulement pour les jeunes femmes ou pour les femmes mariées ou les femmes qui avaient déjà des enfants, mais pour tous les groupes. Il semblerait que dans le groupe témoin, il y avait une disparité pour des clientes qui avaient été affectées par les interventions, mais ça n'a pas été régulier et les interventions ont éliminé ces disparités. Et nous avons trouvé certaines preuves qu'il y a aussi des préjugés, des erreurs entre les prestataires pour les interventions dans les données quantitatives. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations constatées. Diapositive suivante. Je vais maintenant mentionner cela très rapidement. C'est assez compliqué, donc je vais aller assez vite. Mais ce que je voudrais résumer, c'est qu'on fait les différences dans les interventions entre les jeunes femmes, les femmes de moins de 20 ans et les femmes plus âgées de 25 ans ou plus. Ce que nous voyons ici, c'est que ici, si c'est positif, c'est que les jeunes femmes ont des résultats meilleurs ou sinon des résultats moins bons. Et les jeunes femmes, notamment si on utilise le groupe témoin, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le groupe d'intervention par rapport au groupe témoin. Diapositive suivante. Donc, pour le statut matrimonial, il n'y a pas eu de différence, ça n'a pas eu une influence considérable entre le groupe d'intervention et le groupe témoin. Diapositive suivante. Ici, pour la parité, c'est pareil, il n'y a pas eu un effet important. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations dans les groupes d'intervention par rapport au groupe témoin. Diapositive suivante. Ici, nous avons regardé l'âge, le statut matrimonial et la parité sans tenir compte des autres facteurs. Mais nous savons que la combinaison de ces caractéristiques est souvent ce qui est important. Donc, le statut matrimonial peut être important pour les jeunes femmes, mais moins important pour les femmes plus âgées. La parité, ça pourrait être le contraire, par exemple. Donc, nous avons analysé l'intersectionnalité de ces résultats, mais nous avons très peu de résultats statistiquement significatifs. Donc, il faut être prudent quand on interprète les résultats. Donc, ce que nous avons noté, c'est que nous avons établi des profils pour les pays pour voir ce qui se passe en ce qui concerne les interventions et les effets de ces interventions en fonction du type de méthode suggérée. Nous avons, comme je l'ai dit, il faut interpréter ces résultats de façon prudente, mais ce que nous avons constaté, que les femmes qui sont mariées et n'ont pas d'enfants sont les personnes qui ont reçu les soins les pires dans le groupe témoin, quel que soit leur âge. Et les impacts des interventions ont été particulièrement importants pour les femmes de ces profils, notamment au Tanzanie et au Pakistan. Les termes qualitatifs ont révélé que la contraception était considérée comme étant plus appropriée pour les jeunes femmes qui allaient également à l'école ou à l'université. Donc, ça montre qu'il y a cette
intersectionnalité, ça va au-delà du statut matrimonial. Le fait d'être une élève ou étudiante, c'est quelque chose que dont les prestataires tiennent compte. Et donc, c'est une intersection qu'il faut noter. Et c'est donc, ça montre à quel point c'est complexe. C'est un facteur supplémentaire dont il faut tenir compte. Diapositive suivante. Très bien. Donc, maintenant, je vais aller très vite pour parler de cela. C'est les résultats pour chaque profil pour les interventions et les groupes témoins en Tanzanie. Vous voyez ici les profils, s'il y avait des résultats meilleurs ou pires dans certains cas, s'il y avait des avantages. Si vous voyez ici les disparités, vous comparez les barres rouges, ce sont les groupes témoins, les résultats pour les groupes témoins pour chaque profil, et les barres bleues sont les groupes d'intervention. Si vous voulez donc voir l'impact de l'intervention, regardez la barre bleue par rapport à la barre rouge. Et donc, vous voyez pour les femmes mariées, vous voyez ici dans les cas dans lesquels l'impact a été important, avec les barres bleues. Diapositive suivante. Et pour donner plus de détails ici, nous avons ventilé les profils ici. Et ce que nous avons vu pour, vous voyez, les femmes mariées, nullipares, plus de 25 ans ou moins de 20 ans, vous voyez les résultats les meilleurs dans certaines catégories et les pires dans d'autres. Et vous voyez en bas pour les clients pisteurs également. Diapositive suivante. Ici, nous avons également classé, tenu compte de l'impact de l'intervention par client, profil de client en Tanzanie. Vous voyez les résultats, notamment l'amélioration de l'indice de traitement perçu. Diapositive suivante. Ensuite, nous avons fait la même chose pour le Pakistan. Et diapositive suivante. Donc, nous avons trouvé des résultats similaires où les femmes mariées avaient les résultats les pires. Diapositive suivante. Mais également les expériences et certains avantages. Diapositive suivante. Vous voyez ici au Burkina Faso les différences en fonction du profil et l'effet que ça a eu. Diapositive suivante. Next slide. Next slide. Okay, let's get into some of the qualitative results. Remember, we did qualitative interviews with providers, clients, managers. Donnons maintenant des informations sur les résultats qualitatifs. Diapositive suivante. En Tanzanie, et c'est vrai, ça s'applique au reste du reste du pays, les prestataires ont eu un résultat extrêmement positif sur notre projet. Cela a apporté des changements d'attitude et de croyance par rapport à notre intervention. Des changements ont changé, comme par exemple donner la priorité à des jeunes, aux plus jeunes pour qu'ils soient traités plus rapidement, ou changer des heures pour qu'ils aient plus d'accès à ces soins. Ils ont également mis en avant des défis de mise en œuvre de ces programmes. Diapositive suivante. Énormément d'enthousiasme sur le passage à échelle de ces interventions parmi les prestataires, les gestionnaires, mais aussi les différentes parties prenantes. Les préjugés sont bien sûr existants, mais il y a eu certaines améliorations. Au Pakistan, les choses étaient relativement différentes. En général, les réseaux de prestataires sont différents, donc ils aiment plus connecter avec les personnes, les fournisseurs, les prestataires de soins de santé primaire qui partagent les mêmes idées. Mais il est particulièrement difficile de participer, de travailler avec eux, car cela a modifié leur approche du conseil en matière de planification familiale. Mais ces prestataires ont cité la façon dont leurs connaissances se sont améliorées grâce à leur participation à cette intervention, y compris l'intervention de différentes méthodes de contraception.
Et ces prestataires ont indiqué comment cela a modifié leur approche de conseil et en leur donnant un choix éclairé et en réduisant le nombre de refus de services. Au Pakistan, donc nous allons maintenant parler des résultats qualitatifs. Certains prestataires, tant dans les structures d'intervention que dans les structures de contrôle, ont fait part de leur persistance d'attitude et de comportement avec préjugés, y compris le refus de service à certaines femmes pour des raisons religieuses ou raisons sociales. Diapositive suivante. Au Burkina Faso, les prestataires ont aimé participer à l'intervention et ont trouvé que la mise en œuvre s'est déroulée sans problème. Ils ont également évoqué la façon dont leurs connaissances et leurs attitudes ont été modifiées par l'intervention. Leur comportement de conseil ont changé. Par exemple, ils ont offert un plus large éventail de méthodes en arrêtant les refus de service, mais aussi en arrangeant de nouvelles structures, de nouvelles opérations avec un espace réservé aux jeunes. Diapositive suivante. Donc maintenant, nous allons parler un petit peu des coûts de cette intervention. Nous avons enregistré l'ensemble des coûts sur 12 mois. Ensuite, cela a été ventilé par coût par clinique, mais aussi coût par client. Donc, il s'agit du pourcentage du total, ici en haut, et les récompenses étaient énormes. Nous savions que ça allait être déjà le cas sur 12 mois. C'est énormément de travail. Donc, ça n'est pas facile à mettre à échelle, mais j'ai ventilé par coût, donc par clinique, par prestataire et par nouveaux clients. Donc, en Tanzanie, par client, c'était environ $5 000, $3 000 pour le Pakistan et à peu près $6 000 pour le Burkina. Et le flot des clients était bien plus important qui était en Tanzanie plutôt qu'au Pakistan. Donc, le coût par prestataire était bien élevé au Pakistan parce qu'il y a moins de prestataires. Et ensuite, vous voyez en bas le coût par clinique et le coût par prestataire. Diapositive suivante. Donc, qu'avons-nous appris de ce scénario? Donc, c'est un résumé des résultats. Donc, l'intervention a permis de réduire les attitudes et les croyances avec préjugés dans les 3 pays. En Tanzanie et au Pakistan, l'intervention a conduit à un conseil plus complet et à un meilleur traitement de la part des prestataires du point de vue des jeunes clients notamment. Donc, en revanche, les effets de ces résultats sont pour la plupart plus faibles au Burkina Faso. En revanche, nous avons aussi trouvé peu de changements dans l'utilisation des méthodes de contraception, le type de méthode reçue par les clients ou la probabilité que les clients reçoivent la méthode de leur choix. Donc, cette absence de changement dans l'adoption et le choix de méthode s'explique en partie par des taux très élevés de ces résultats dans les groupes témoins, ce qui laisse peu de place à l'amélioration. Cette intervention, en revanche, n'a pas modifié l'effet sur l'âge, le statut marital ou de la parité sur les résultats de planification familiale. Diapositive suivante. Donc, ces interventions étaient les plus prometteuses en Tanzanie. Donc, c'est un pays où nous constatons des améliorations significatives dans tous les domaines de résultats. L'engagement également était très fort. Au Pakistan, l'intervention s'est révélée prometteuse. En revanche, les effets n'étaient pas aussi cohérents d'une source de données à une autre et il n'y a pas eu d'impact sur la méthode de prestation. L'engagement était aussi beaucoup plus faible qu'en Tanzanie et nous avons aussi essuyé certains défis de mise en œuvre tels que le refus de participation et le taux d'attrition des fournisseurs.
Les résultats ont été le moins prometteurs au Burkina Faso. J'en parlerai dans la diapositive suivante. Donc, l'amélioration des attitudes et des croissances des prestataires était relativement similaire au Pakistan, mais pas vraiment d'amélioration au niveau des résultats pour les clients. Et comment cela se fait? Donc, il y avait déjà moins de préjugés pour commencer au Burkina Faso. Et donc, elles sont en général, ces instances de préjugés sont relativement rares. Il y avait des attitudes relativement impartiales en l'absence d'intervention, mais aussi les prestataires se sont probablement moins engagés dans l'intervention. Seulement 65% ont participé au sommet, par rapport à 80% dans d'autres pays. Nous avons également observé des problèmes systémiques qui n'ont pas pu être résolus lors de l'intervention. Par exemple, les entretiens qualitatifs ont révélé que les prestataires étaient très occupés, qu'ils ne disposaient pas d'espace pour des conversations intimes. Donc, ce sont nos explications potentielles pour ces effets limités au Burkina. Nous avons également observé une absence de changement de méthode de dispensation. Il y avait peu de possibilités d'amélioration en ce qui concerne l'adoption d'une méthode ou d'un choix de méthode. Donc, on ne sait pas pourquoi le type de conseil s'est amélioré alors que des types de méthodes distribuées n'ont pas changé. Donc, c'était un résultat relativement surprenant pour nous. Une des explications pourrait que les femmes reçoivent déjà leur méthode de choix. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais nous pensons que les fournisseurs d'intervention, les prestataires d'intervention, pourraient fournir plus d'informations sur les méthodes que les fournisseurs de contrôle. Donc, ils pourraient continuer à encourager le même ensemble de méthodes que les fournisseurs de contrôle. Donc, ça, c'est une option. Et ça pourrait effectivement être une des explications. Les clients mystères, de leur part, perçoivent une probabilité significativement plus grande d'utiliser une méthode moderne et de choisir leur méthode lorsqu'ils se rendent dans une clinique d'intervention. Donc, ils ont une méthode de prédilection qu'ils souhaitent offrir et très souvent, ils vont proposer leur méthode de choix. Et c'est très difficile à interpréter, en tout cas. Diapositive suivante. Nous étions également surpris de voir l'effet de l'âge et de la situation matrimoniale sur la parité. Ce n'a pas eu les effets escomptés. Donc, les jeunes qui venaient déjà, peu de preuves de l'âge, l'état civil, la parité ont eu un seul effet important sur les résultats clés, donc en moyenne, en l'absence de l'intervention. Donc, pas de place pour réduire l'effet de ces caractéristiques de clients. Donc, qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère que toute intervention ciblant les jeunes qui se rendent déjà dans des cliniques, dans le cadre de notre étude, a peu de chances de conduire à une réduction importante des disparités pour les jeunes femmes qui ont été observées au niveau de la population. Il se peut aussi que les jeunes femmes qui viennent à la clinique soient les plus confiantes ou déterminées ou disposent d'informations privées qui rendent la situation plus sociable, plus acceptable socialement. Autre explication possible, c'est que la plupart des prestataires ont déjà reçu une formation de la part de Pathfinder et peut-être donc peut-être que ces disparités ont déjà été approuvées. En Tanzanie et au Pakistan, les femmes mariées et sans enfants ont reçu les pires soins dans le groupe de contrôle. Et lorsque l'on regarde l'intersectionnalité de ces informations, les impacts de l'intervention étaient particulièrement pour ces profils. Diapositive suivante.
Donc, est-ce que ces aspects positifs sont importants? Ou est-ce que ces aspects positifs de cette intervention nous intéressent s'il n'y a aucun effet sur les méthodes que les femmes reçoivent? La réponse est oui, parce que l'amélioration des attitudes, des croyances, la qualité du conseil, de l'expérience des clients pourrait inciter davantage de jeunes femmes à se rendre à une clinique. Donc, il y aurait peut-être plus d'adoption de ces comportements. Donc, et très souvent, ces jeunes femmes évitent les cliniques parce qu'elles évitent les cliniques par crainte de subir des préjugés. Seuls 8% des clientes étaient âgées de 15 à 19 ans et 6% n'avaient pas d'enfants. Au Pakistan, c'était moins d'1% de ces clientes étaient célibataires et donc elles n'y vont pas parce qu'elles s'attendent à ne pas recevoir de services. Donc très souvent, cela peut mener à plus que ces femmes vont éviter les cliniques où les préjugés des prestataires sont les plus importants. Diapositive suivante. Limitations already, but one of the key limitations of this work is that provider bias is really hard to measure. It's hard to define. Le problème, c'est qu'il est difficile de définir et de mesurer les préjugés des prestataires. Une autre chose, c'est que la méthode de choix qui est le résultat le plus important pour une femme qui va dans une clinique, c'est également difficile à mesurer en raison des préjugés sur la désirabilité sociale et le fait que les clientes ne savent pas forcément si d'autres méthodes auraient été meilleures. Donc, c'est très difficile et les données ne sont pas très révélatrices à ce sujet. En plus, nous n'avions pas assez de puissance statistique pour explorer complètement l'intersectionnalité. Les enquêtes sont basées sur des rapports par les prestataires eux-mêmes. Il n'y a pas de potentiel de rappel et nous n'avions pas de données au niveau communautaire. Donc, nous ne savons pas ce qui s'est passé au niveau des ménages, comment tout ça a été reçu. Est-ce que les perceptions changent vis-à-vis des préjugés des prestataires? Nous n'avions pas vraiment assez de données pour juger cela. Alors, il faudra faire cela dans un second stade. Les gars, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Zach. Et je veux dire que c'est très attendant. Excusez-nous pour les problèmes techniques que nous avons eus avec les interruptions, problèmes de technologie. Mais maintenant, parlons des futurs travaux que nous allons entreprendre et les domaines dans lesquels nous allons travailler. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire avec moi que nous avons fait des progrès, nous avons fait des investissements sur cette étude des préjugés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'interventions à mettre en œuvre. Et comme Zach l'a expliqué, un domaine clé pour les travaux futurs serait d'utiliser des efforts de sensibilisation pour informer, éclairer la communauté au sujet des cliniques qui ont moins de préjugés au sein du personnel de prestataires. Il faut que les jeunes soient mis au courant de cela. Et il faut pouvoir donc mesurer cela au niveau communautaire pour faire connaître les établissements qui fournissaient plus de services sans préjugés. Et il faut donc faire un effort de sensibilisation et communautaire, voir si ça pouvait mener à des changements plus marqués. Ensuite, il serait important de mesurer les effets de l'intervention du projet Beyond Bias au niveau communautaire, avec essayer de comprendre les changements dans les attitudes des prestataires. Est-ce que ça a des changements dans les perceptions communautaires de ces préjugés? Ou est-ce que ça a changé la façon de chercher des soins ou des traitements, des interventions? Il serait intéressant de voir si les femmes recherchent plus de traitements ou d'interventions dans des établissements qui sont jugés comme étant plus performantes, avec moins de préjugés. Combien de temps faut-il pour que ces changements soient mesurables? Donc, cela veut dire que nous avons passé beaucoup de temps et fait beaucoup d'efforts pour essayer
de mettre à la place des prestataires pour comprendre ce qui explique leurs préjugés. Mais il faut aussi des façons de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et de façon quantifiable. Et en liaison avec ce que je viens de dire, le travail communautaire, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux pour voir quels sont les effets de ces préjugés, notamment sur les clientes. Et est-ce que comment les clientes et les prestataires peuvent être mis en contact pour essayer de voir quels sont les préjugés, ce qui est ressenti comme des préjugés par les clientes. Est-ce que c'est parce que des femmes ont été sont rendues dans certains établissements de santé et ont été rejetées en disant qu'elles ne veulent pas fournir ce service pour telle ou telle raison? Ou quelle était ou est-ce que la méthode que lui a proposée n'était pas appropriée et elle s'est rendue compte qu'après, ce n'était pas ce qu'elle aurait dû faire? Et peut-être qu'il faut faire en sorte de comparer avec leurs pairs, avec d'autres femmes qui peuvent donner des conseils. Ou est-ce que peut-être certaines personnes sont victimes de ces préjugés sur les habitudes sexuelles, les traditions, la culture du pays et ne cherchent même pas des soins à cause de cela. Donc, il faudrait essayer de leur donner plus de confiance pour leur permettre de faire des demandes et de s'adresser à des établissements où les prestataires n'ont pas tel préjugé. Il faut également explorer l'intersectionnalité. Nous avons travaillé dessus, nous avons du pouvoir statistique pour éliminer des profils et montrer quel type de personnes étaient le plus victimes de ces préjugés. Et donc, c'est important pour nous de comprendre cela pour cibler les interventions, mais pour essayer d'atteindre les personnes les plus vulnérables par ces interventions. Et c'est un élément d'intersectionnalité qui est important, car ce n'est pas seulement une question d'âge, de parité. Ce que nous apprenons de ce travail, et en particulier sur le plan politique, c'est que des fois, on va au-delà de la parité ou de l'âge ou du statut matrimonial, mais ça peut être, est-ce que la jeune fille va à l'école ou pas, par exemple. Donc, il faut examiner tous les aspects possibles qui peuvent expliquer ces préjugés et créer un certain profil de tous les clients basé sur différents facteurs pour savoir qui qui est la victime de préjugés et pour quelles raisons. Ensuite, nous devons avoir des outils quantitatifs fiables pour mesurer les préjugés, et notamment pour déterminer si les clientes ont reçu la méthode de choix. Il faut obtenir des données fiables sur les patients, les clientes, et nous avons certains progrès dans ce domaine, dans certains pays, mais il y a beaucoup de travail qui devrait être fait encore. Et enfin, les deux derniers points, c'est sur cette diapositive, concerne la question du mélange de méthodes pour atteindre la méthode de choix. Par exemple, est-ce que les conseils doivent être améliorés lorsque la personne a un choix à faire, parce que ça produit des résultats, ou est-ce que nous pouvons mieux mesurer est-ce que les clientes ont reçu ou non la méthode préférable pour elles. Donc, cette question montre qu'il faut, nous avons élaboré cette question lors de nos travaux préliminaires, et ce sont des prestataires qui remarquaient que les jeunes clientes étaient plus réticentes vis-à-vis de certaines méthodes, même quand on les avait conseillées au sujet des différents choix. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces jeunes patientes, de ces jeunes clientes, pour essayer de comprendre ce qu'elles ressentent. Et en tant que prestataire, nous devons comprendre ce qu'il faut suggérer, ce que, selon la personne, a besoin, ce qu'elle est prête à accepter. Il faut que le prestataire puisse les guider. Et donc, ce concept de préjugé est des fois difficile à déterminer parce que ça peut être une mauvaise conception dans la tête de la patiente, de la cliente, pas seulement un préjugé du prestataire. Diapositive suivante, avant de repasser la parole à Gwen pour organiser la séance de questions et réponses. Je voulais remercier tous les membres de l'équipe d'évaluation, notre équipe de conception, les experts en segmentation,
et l'équipe de mise en œuvre dédiée à Pathfinder aux États-Unis, en Tanzanie, au Burkina et au Pakistan. Merci à tous et à toutes. Votre travail était très important. Ça a demandé de faire beaucoup d'efforts. Et je vous remercie pour votre diligence et votre travail et votre engagement vis-à-vis de ce procès. À vous la parole, Gwen. Je vous rends le micro. Merci beaucoup, Lydia. Et je voudrais également remercier toute l'équipe du projet Beyond Bias pour le travail qui a été accompli depuis un an et demi. Maintenant, c'est un travail fantastique qui a été accompli pour permettre de mieux comprendre les préjugés des prestataires. Donc, nous allons passer à une foire aux questions. Nous avons déjà des questions sur la zone de chat auxquelles nous allons répondre, continuer à poser des questions. La première, c'est adressée à Zach, c'est pour clarifier les choses. La question, je ne sais pas à quelle diapositive ça fait référence malheureusement, mais c'est une question en disant que le troisième puce, c'est pas très clair. Comment est-ce qu'on peut tenir compte de la parité dans les groupes témoins, par exemple? Oui, nous savions que l'intervention n'allait pas éliminer complètement les préjugés, mais nous avons constaté qu'il y a des problèmes avec la parité dans le groupe d'intervention par rapport au groupe témoin. Et peut-être que là, cette personne fait allusion à la formation qui avait été reçue parce que Pathfinder avait fourni une certaine formation à certains prestataires avant même le début de l'intervention. Donc, certaines des disparités peut-être avaient déjà été éliminées par les travaux préliminaires que nous avions effectués. Oui. Merci, Isaac. Nous avons également, je vais essayer de résumer, de consolider les différentes questions des participants parce qu'on a beaucoup posé des questions sur ce qu'on connaît sur le type de prestataire. Est-ce que ça fait différence si c'est des hommes ou des femmes qui sont les prestataires? Est-ce que ça a eu un impact sur les résultats que nous avons obtenus? Donc, je ne sais pas ce que Zach peut dire à ce sujet. Oui. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Vous parlez du type de prestataire. Oui, il y a plusieurs questions et que je voudrais consolider parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut aller vite. C'est comment est-ce que les caractéristiques des prestataires ont eu une influence sur les résultats positifs ou négatifs? Par exemple, si on examine, est-ce que ce sont des prestataires des hommes ou des femmes qui sont prestataires? Est-ce que ça fait une différence dans ce qui est des préjugés ou est-ce que l'âge des prestataires joue un rôle? Est-ce qu'on voit un impact sur ça? Oui, je pense que c'est une très bonne suggestion. Nous n'avons pas encore examiné cela. Il faudrait le faire effectivement parce que ça peut avoir un rôle important. Peut-être que les prestataires plus âgés sont moins prêts à changer leur comportement et éliminer leurs préjugés. Donc, il faudrait examiner cela, effectivement, tenir compte de cette variable, c'est très important. Nous ne savons pas ce que exactement, je ne sais pas les détails sur les types de prestataires qui ne vont pas enregistrer ces caractéristiques de prestataires. Nous ne pouvons pas répondre à cette question et faire cette analyse, mais nous pourrions le faire à l'avenir pour ajouter ces questions à l'enquête, au sondage des questions posées aux prestataires. Oui, nous avons également reçu 2 questions différentes. Ça peut être en partie pour vous, Zach, et peut-être pour Lydia. Et je pense que c'est de bonnes questions. Ce sont des questions sur l'implication potentielle du fait que cela s'est ajouté à des projets en cours de Pathfinder qui visaient déjà à améliorer la disponibilité des méthodes de contraception. Et l'autre question, c'était quels sont sur les groupes témoins, comment ont-ils été déterminés? Oui, je ne peux pas vraiment répondre en ce qui concerne les différences sur les interventions qui étaient avant la mise en place du projet Beyond Bias ou les autres projets de Pathfinder. Je ne sais pas, mais ce que je peux dire par contre, que c'est cette intervention, qu'il y avait effectivement eu des interventions préexistantes qui avaient joué un rôle et peut-être eu un impact sur les préjugés des prestataires. Et donc, il faudrait peut-être tenir compte de ce fait, parce que nous avions peut-être eu un impact différent si nous avions organisé une intervention dans des régions qui n'avaient pas été ciblées
par des interventions préliminaires, préalables. Oui, je suis d'accord avec vous, Jacques, à ce sujet, mais je voudrais dire également que nous avons un projet qui était en cours au Pakistan, et quand nous examinons la situation, nous voyons que nous pouvons apprendre, tirer des leçons de ce qui avait été fait déjà, car certaines de ces interventions avaient eu déjà des résultats, notamment en tenant compte de la formation, du niveau de formation des prestataires qui avait été effectué. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le plus souvent, nous voyons, même après la formation de prestataires, tout n'est pas parfait encore. Il y a encore des préjugés, des prestataires, même dans les pays comme la Tanzanie ou le Burkina, où les efforts ont été faits depuis longtemps dans ces pays pour essayer de changer les comportements. Mais le fait que depuis, il y a toujours du mal dans ce qui concerne les préjugés, ça montre que les résultats pourraient être encore améliorés. Ça veut dire que, oui, ces interventions, la formation seule n'a pas suffi. Il faut aller au-delà, il faut changer des choses dans la culture locale. La formation est importante, mais ça ne suffit pas dans tous les cas. La question suivante que les gens ont posée, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de la disponibilité de méthodes de contraception? Beaucoup de gens font des hypothèses selon lesquelles si certaines méthodes ne sont pas disponibles, comme Martha l'a dit, pour le Burkina Faso, il y a certaines méthodes qui marchent mieux que d'autres, mais qu'est-ce qui pourrait influencer les résultats pour l'avenir? Sure. So we do know that stockouts were an issue for some types of methods and sometimes we ask providers. Nous demandons à ces prestataires lors des derniers mois, par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes d'approvisionnement sur certaines méthodes? Et parfois il y avait des problèmes d'approvisionnement, ça arrive, c'est certain. Et c'était très souvent compensé par les différentes interventions. Donc, ça n'a pas donné lieu à de véritables différences. Donc, cela peut effectivement affecter les différents niveaux de ces résultats. Donc, parfois, le conseil par rapport à certaines méthodes était privilégié ou pas, mais les différences entre les interventions et le contrôle ne devraient pas avoir un impact sur l'approvisionnement, ou peut-être un impact relativement faible. En général, les différences qui ont été documentées sont basées sur les préjugés plutôt que les approvisionnements. Merci beaucoup. Question suivante, qui est peut-être dédiée à Brian. Vous avez est-ce que vous... Yeah, good question. C'est une excellente question. Nous avons analysé un certain nombre de statistiques, notamment les tendances. Il n'y a pas eu également beaucoup de changements sur une année. Je pense que ce défi est notamment lié au fait que c'est une intervention basée sur un établissement en particulier. Donc, 1 an, c'est très court. Et c'est très difficile de faire le lien avec la communauté et avec les différentes interventions offertes. Donc, en raison de ce délai relativement court, nous n'avons pas observé une mixité de méthodes qui ont été offertes. Et cela corrobore les informations de sondage des enquêtes de sortie.
donc qui ont offert des informations relativement ou des résultats relativement similaires. Et on peut lier cela on peut remonter à une ou deux années avant cette intervention. Merci beaucoup. Deux questions, et les deux qui sont pour Lydia. Une, c'est une étude fantastique, mais la question, donc la question se demande si les préjugés remontent en amont, justement au gouvernement ou aux donateurs. Excellent commentaire, excellente question. Non, nous n'avons pas regardé à ces préjugés en amont, nous nous sommes concentrés sur les prestataires. Mais je voudrais souligner quelque chose ici. C'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Donc, il a fallu le cibler, il a fallu le limiter afin de s'y plonger. Donc, la portée de ce projet, et avec le budget avec lequel nous avons travaillé, ne nous a pas permis de nous concentrer justement en amont. Donc, ces préjugés au niveau gouvernemental ou même des préjugés en dehors de ces établissements. Donc, nous n'avons pas regardé cela de près. En revanche, ce que nous avons étudié et peut-être utilisé pas uniquement pour la contraception ou la planification familiale, mais plein d'autres sujets comme les mécanismes de changement de comportement, la santé néonatale, la santé maternelle. Donc, pour essayer de penser ou de reconnaître les changements à différents niveaux, toutes ces informations sont applicables, même si nous ne sommes pas concentrés sur ces préjugés externes. Merci Lydia. Encore une question qui s'adresse à toi. Deux questions relatives à la contraception à longue durée d'action. Donc, on va l'appeler la LARC ici. Donc, si vous avez quelques commentaires, quelques réflexions à ce sujet, ou sur des méthodes chirurgicales volontaires. En ce qui concerne l'ARC, et la question, c'est qu'est-ce qui mène au GG? La question est relativement vaste ici. Donc, c'est plutôt, on veut connaître votre réflexion relative à l'ARC, les choses qui motivent, les obstacles possibles. Donc, c'est peut-être probablement quelqu'un qui essaie d'augmenter l'accès à cette méthode de contraception. Ce que nous avons appris au sujet de l'ARC, ça va bien évidemment dépendre du contexte. Au Pakistan, notamment, c'est mené par les normes sociales ou les différents établissements de santé où cela est prescrit. Donc, très souvent, lors d'un mariage, après un mariage, en général, on essaie de les décourager d'utiliser une méthode à long terme. On leur dit, allez plutôt avoir un enfant et ensuite vous pouvez revenir. En Tanzanie, c'était un petit peu différent. C'était plus une peur de fertilité, de fertilité ou le problème d'éliminer la fertilité ou d'être infertile après avoir utilisé ces méthodes. Donc, par exemple, si vous utilisez des méthodes hormonales, cela peut avoir un impact négatif sur votre fertilité à long terme. Dans ces deux pays, il y a le problème justement on ne veut pas
promouvoir la sexualité chez les jeunes notamment. Donc, dans notre domaine d'intervention, il existe des programmes pour améliorer donc cela a eu après l'efficacité de l'ARC qui va permettre d'éviter des grossesses non désirées. Donc, cela va dépendre des programmes des programmes qui vont encourager l'utilisation de l'ARC et qui vont être récompensés pour cette utilisation. Et très souvent, les prestataires jonglent entre les différents messages à faire passer. Mais très souvent, plus nous passons de temps avec les prestataires, nous avons appris que le travail est parfaitement fragmenté sur le terrain. Et très souvent, il se peut que on leur donne des messages contradictoires. Donc, mais toute décitation, quelle que soit la méthode, en général, c'est en des raisons de normes sociales ou la perception des valeurs du prestataire, les valeurs religieuses ou morales, ou tout simplement un manque de compréhension des méthodes. Donc, et très souvent, ces prestataires n'ont pas les espaces, comme nous l'avons évoqué au Burkina. Par exemple, il n'y a pas suffisamment de place dans leur cabinet pour offrir ou mettre en place ou prescrire une méthode particulièrement. Et très souvent, si vous êtes mal à l'aise, vous n'allez pas vous sentir à l'aise pour leur installer un stérilet, ou vous n'avez peut-être pas l'équipement nécessaire pour offrir à votre patiente, à votre cliente. Et pour j'encourage la personne qui a posé cette question de regarder sur notre site web et de voir les documentations qui ont été postées. Question suivante est pour Zach. Peut-être donc la relation entre le patient et le client, je vais ajouter une question à celle-là. Donc, que savons-nous un petit peu de la continuité des relations entre un client et un prestataire? C'est une excellente question, effectivement. En fonction des données qui ont été collectées, mais qui étaient anonymes, donc nous n'avions pas une bonne façon, une bonne approche pour mesurer le nombre de visites. On savait quand c'était la première visite, mais on ne sait pas combien de fois elles sont retournées et elles sont revenues. Donc, ce ne sont pas des informations que nous pouvons étudier de près, malheureusement, là, dans cette espèce de continuité. Évidemment, c'est un facteur très, très important. Peut-être vous allez partir on vous a prescrit une méthode et vous n'allez pas oser retourner, ou vous allez retourner. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe puisque nous ne connaissons pas ces informations. Merci beaucoup, Zach. Lydia, il y a énormément de questions qui restent sur le passage à échelle. Est-ce que vous voulez réserver ces questions pour un autre webinaire? Je peux essayer de répondre brièvement. Donc, nous avons commencé avec la fin ici.
Et sur l'échelle, sur le passage à échelle de ces méthodes, nous avons appliqué ces critères, ce cadre de travail. Et ce type de travail, nous avons travaillé au niveau des pays avec les ressources présentes du pays, avec des comités de conseil dans chacun des pays, mais aussi des organisations internationales, d'autres organisations sur place, des jeunes, pour travailler ensemble, pour travailler main dans la main ensemble. Donc, ces informations ont généré énormément d'enthousiasme, et la raison derrière cela, c'est que les personnes comprennent en fonction du niveau d'engagement, mais aussi les ministères de la Santé, les pays comprennent qu'il y a une lacune en ce qui concerne ces préjugés et que la formation n'a pas nécessairement fonctionné et que ce modèle Beyond Bias, au-delà des préjugés, fonctionne. Donc, cela a généré énormément d'enthousiasme. Donc, au Burkina, il travaille actuellement avec le ministère de la Santé pour intégrer ce projet au sein du système, de santé, système de soins. Je crois que le DSF, cela s'appelle comme ça, qui donne les réglementations sur le type de déploiement au sein de chaque, sur le pays, vont inviter Beyond Bias pour intégrer leur modèle, je crois, en 2020, sur leur plan pour les 5 prochaines années. Donc, cela montre l'impact de notre travail. Et je pense que je ne veux pas vous dire que c'est quelque chose d'acquis, c'est une valeur ajoutée, c'est quelque chose de supplémentaire. Lorsque l'on parle de ce modèle, il ne faut pas penser à un projet isolé. Nous avons appris tellement d'informations que nous voulons véritablement le passer à échelle. Donc, ça veut dire que ces interventions doivent être intégrées au sein d'autres programmes préexistants. Si vous voulez que cela fonctionne au sein des communautés et que cela soit intégré au sein d'efforts mobilisés au sein des communautés pour renforcer les systèmes, renforcer les capacités. Et vous le savez tous, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile à dire, c'est très difficile de déterminer qu'un prestataire a des préjugés. Donc, il faut prendre ces informations et les intégrer dans une structure plus grande, dans une structure préexistante, dans des programmes existants. Et dernier point que je souhaiterais soulever ici, c'est que, évidemment, ça a été relativement... le mot pilier était particulièrement difficile à intégrer. Trust me, we spent 2 years trying to figure out what Nous avons passé 2 ans à essayer de comprendre la méthodologie que nous devions utiliser. Nous avons essayé d'envoyer des textos, des tablettes, donner des tablettes pour faciliter les communications, mais ça n'a pas suffi. Il fallait tenir compte du fait que beaucoup de jeunes étaient analphabètes aussi, donc c'était assez compliqué. Quand nous envoyions des messages, souvent les jeunes ne comprenaient pas les messages, donc il fallait souvent des contacts en personne, des entretiens en personne, c'est beaucoup mieux dans la mesure du possible, car la technologie, ça ne marche pas toujours, comme on le sait. Par exemple, au Pakistan, il y a des gens qui partagent des téléphones et pour des jeunes femmes qui viennent de se marier, n'ont pas forcément accès à un téléphone. C'est le mari qui le garde souvent. Donc, lorsqu'on demande à une cliente accès à un numéro de téléphone, elle peut dire oui, d'accord, voilà mon numéro, mais ne parlez pas de tel et tel sujet parce que c'est mon mari qui risque de répondre.
au Burkina Faso, ce qui était surprenant, c'est que nous supposons toujours que les jeunes connaissent bien la technologie, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y avait un problème, beaucoup d'hésitation des jeunes pour donner un numéro de téléphone. Les jeunes hésitaient en disant, mais on ne sait pas qui va utiliser mon téléphone, ça risque de poser des problèmes. Donc, il y a un besoin, c'est important, d'essayer de comprendre comment nous pouvons recevoir ces informations de façon crédible. Et par exemple, des fois, nous avons laissé des tablettes, mais que ça n'ont pas été utilisées dans un établissement, pas du tout. Donc, il faut trouver des moyens de recevoir, de collecter des données d'une façon qui soit crédible et en tenant compte de la situation locale. Et il faut donc étudier la situation. Et il faut, par exemple, savoir combien de questions ont posé. Au début, nous étions vraiment passionnés par ce que nous faisions. Nous pensions que ça allait marcher très facilement, mais en fait, non. En fait, nous avons eu très peu de réponses. Et ces outils ont été vraiment... ça n'a pas marché parce qu'on a eu jusqu'à 100 questions pour un questionnaire. C'était évidemment beaucoup trop. Et donc, ça a découragé les jeunes d'y répondre. Donc, il faut choisir les questions, le nombre limité de questions. Et il faut peut-être entre 6 et 12 questions en moyenne qu'on pourrait poser aux clientes. Mais c'est un travail en cours, nous n'avons pas encore terminé. Mais il faut tenir compte de ça. Il faut réfléchir à ce que nous pourrions faire sur ce plan. Mais la pandémie de Covid nous a poussé à utiliser plus la technologie et peut-être que ça pourrait nous aider dans certains cas parce que plus de personnes utilisent des moyens numériques qu'avant et ça pourra peut-être nous permettre de remporter certains succès. Mais il faut tenir compte de ça. Il y a un grand potentiel à faire par la technologie, mais il faut encore faire beaucoup de travail pour être sûr que tout le monde puisse l'utiliser de la façon dont nous voudrions. Merci beaucoup. Jacques, une question pour vous. Quels sont les critères pour déterminer les meilleures sources de données pour dans chaque cas? Oui, c'est une bonne question. C'est très subjectif de notre côté. Nous y avons réfléchi et nous savions en ce qui concerne, par exemple, il y avait des enregistrements. Nous savons que beaucoup de clients ne pouvaient pas faire état de ce qui s'est passé. D'abord, ils avaient oublié certains détails et aussi parce que les questions de désirabilité sociale, ils hésitaient à dire des choses négatives vis-à-vis du prestataire en pensant que ça pourrait leur causer des problèmes après si elles ont recours à ce même prestataire. Donc, il y a des hésitations, des réticences, et donc nous avons dû garantir l'anonymat, mais nous avons aussi utilisé ces clients mystères, parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, plus efficace dans ce cas-là, mais ça n'a pas toujours marché quand même, parce que les clientes réelles, souvent, étaient réticentes à répondre honnêtement quant à leur niveau de satisfaction de la visite, pour les raisons que je viens de mentionner. Donc, c'était bon d'avoir des clients mystères qui pouvaient être plus honnêtes et plus objectifs dans leurs réponses que les clientes réelles. Merci. Merci, Zach. Et je voudrais dire que, bon, j'espère qu'il y a je veux dire qu'il y a non seulement des questions, mais des commentaires qui sont très intéressants dans le chat et des gens qui partagent les résultats de leurs recherches ou leurs commentaires. C'est très utile dans une discussion très riche dans le chat. Peut-être que nous pourrions, pour Lydia, il y a une question sur en raison du travail de segmentation très développé que vous avez fait dans ces 3 pays, est-ce qu'il y a des discussions avec des institutions nationales pour inclure des stratégies de réduction des préjugés dans les mises en œuvre des programmes nationaux? C'est un type d'intervention différent de ce à quoi on est habitué, mais peut-être que ces pays pourraient faire quelque chose dans ce domaine. Oui, si j'ai bien compris la question, l'une des façons dont nous espérons, parce qu'à nouveau, la segmentation, il y a une tension quand on parle de segmentation, parce que c'est plus nuancé, mais on a des opérations plus fragmentées, donc ça, il y a du pour et du contre.
Donc, nous avons, pour l'instant, nous avons travaillé sur 3 pays dans des régions très différentes, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Asie du Sud. Donc, la façon dont nous gérons de cette question de segmentation, c'est que nous essayons de nous assurer que ces segments s'entrecoupent et soient les mêmes dans chaque pays. Et dans ce cas, cela nous permet de faire des recommandations sur des programmes ou pour la mise à l'échelle de ce projet, d'utiliser un outil de détermination de profil, parce que la segmentation prend beaucoup de temps et c'est un travail à grande échelle. Donc, nous avons un outil de création de profil qui est basé sur 5 questions que vous pouvez utiliser pour mettre les prestataires avec lesquels les patientes travaillent, les clients travaillent, de façon d'où ils sont, d'essayer de trouver des caractéristiques ou des types de préjugés qu'ils ont. Et c'est une des façons dont la segmentation peut éclairer la situation. Nous avons commencé à mettre à l'échelle, nous sommes au début, bien sûr, et nous sommes en train d'élaborer des guides pour la mise à l'échelle, mais la question que nous avons reçue souvent sur la segmentation est comment est-ce que ça va nous permettre de comprendre, disons, si nous sommes à Dar es Salaam, et qu'est-ce qui se passe si nous allons dans les régions plus rurales de Tanzanie, ou si vous quittez le Pakistan et si vous étudiez la situation en Bangladesh, comment est-ce que la segmentation fonctionne? Ce sont de vraies questions qu'on peut se poser. Et nous sommes demandé comment résoudre ces questions. Nous avons fait des suggestions, notamment, nous espérons qu'un travail a été fait, par exemple, en Afrique de l'Est, qui soit applicable. Peut-être c'est un peu différent en Afrique de l'Ouest, mais nous avons quand même des questions communes, certains points communs entre les différentes situations, et cela nous permet de tenir compte de la situation de différents pays avant de lancer un programme et de voir si certains pays ont élaboré des programmes, des outils de création de profil avec des questions pertinentes pour les autres pays, et cela nous permettrait peut-être de mieux cibler les interventions pour un groupe, un segment de la population précis. Je vais donner un exemple d'un autre projet qui est le projet Impact de Pathfinder au Niger. Et la façon dont on travaille, ça marche. Et ça a été utilisé également au Sénégal. Donc, on a utilisé l'analyse de segmentation initiale au Niger et ça a permis de mettre en place un outil pour aider le travail des prestataires en réduisant les préjugés. Et cela nous a permis de faire des progrès dans ce domaine parce que cet outil a été utilisé ensuite au Sénégal. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est que le travail d'évaluation n'a pas été fait aussi bien. Il y a au Sénégal, il y a une segmentation un peu différente. Et il a fallu ajouter un autre groupe qui n'existait pas au Niger. Donc, nous avons fait le travail de base, le travail préliminaire initial, mais il faudra affiner cela après pour chaque pays. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Bon, j'espère avoir répondu à cette question sur la segmentation. Merci beaucoup, Lydia. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, peut-être que nous pourrons conclure. Je voudrais remercier tous les participants pour ces questions très intéressantes et ces commentaires fantastiques. Et excusez-moi, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, on n'a pas eu le temps, mais il y aura des opportunités de poursuivre la discussion dans le 2e webinaire qui aura lieu le 11 mai sur le projet Beyond Bias. Et je voudrais simplement conclure de mon point de vue en tant que représentant d'un donateur et qu'est-ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être consolidées. Je ne peux pas tout dire en 2 minutes, mais je pense qu'il y a eu énormément de données qui ont été obtenues en conséquence de cet investissement. Nous avons mieux compris les causes des préjugés, les types de préjugés, et aussi quel travail qui a été fait, et comment ça peut être fait pour mesurer, pour quantifier l'impact de ce que nous accomplissons, de nos interventions. Et à l'avenir, je pense qu'il y aura des questions clés que nous nous posons tous. Et Isaac a fait un très bon travail pour les
les mentionner en termes d'implication, mais je pense que nous savons qu'il y a des préjugés, c'est très connu dans la littérature technique, mais nous voulons faire en sorte que ces préjugés soient révélés de façon quantitative et fiable sur des données basées sur des relations avec les clientes réelles. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain pour comprendre comment un type de préjugé peut se répandre et affecter les services fournis et dissuader certaines jeunes filles de chercher des services. Donc, il faut déterminer les causes des préjugés en fonction de la culture locale. Et nous n'avons pas eu des résultats complets sur ce plan. Nous avons encore du travail à faire pour étudier ce phénomène. Et je pense que nous devrons pouvoir examiner les choses avec une lentille différente, d'un point de vue différent. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait en ce qui concerne la mise à l'échelle de ces solutions prometteuses pour relever les défis qui se sont révélés, notamment sur le plan des données, avec les récompenses, comme le pilier que nous avons mentionné. Et je pense qu'il est important d'avoir des interventions complémentaires du côté de la demande pour que les jeunes soient mis au courant des améliorations qui ont été constatées, pour qu'ils soient moins réticents à chercher des services auprès des prestataires de services. Et les prestataires de services ont dit qu'il y avait des changements dans leur propre attitude, dans leur propre comportement, et donc dans la qualité de la fourniture des services. Mais cela ne veut pas dire forcément que plus de jeunes viennent aux cliniques, parce que souvent, ces jeunes ne savent pas que ces changements ont lieu dans les mentalités des prestataires. Il faut faire connaître cela. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je voudrais remercier tous les présentateurs et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Merci Gwen, et merci à tout le monde qui a participé.